Oui, bonjour à tous. Maître Laroche, donc je vais intervenir sur le code de la commande publique, sur les nouvelles dispositions du code de la commande publique avec vous pendant une demi-heure pour vous présenter les grandes lignes effectivement de ce code. Alors en préalable, je me présente rapidement. Je m'appelle Cyril Laroche, je suis avocat à Paris depuis maintenant un peu plus de 10 ans. J'interviens en droit public. Ma spécialité, c'est le droit public, le droit immobilier, le droit de la construction. Et au sein du droit public, je fais beaucoup de contentieux, et notamment du contentieux de la passation et de l'exécution de marchés. Et parmi les marchés, souvent des marchés publics de travaux. Alors, pour intervenir pendant la séance, vous avez la possibilité, je crois, sur votre écran de poser des questions et d'intervenir. Donc, je noterai ces questions. Et puis, à la fin de ma présentation, qui durera une demi-heure environ, eh bien, j'essaierai de répondre à quelques questions que vous seriez susceptibles de me poser relatifs donc à notre thème du jour. Alors donc, le code de la commande publique, voilà un bel ouvrage, voilà un beau livre qui vient d'être écrit par le ministère de l'économie et des finances, dont il peut être fier et qui va évidemment intéresser tous les praticiens de la commande publique et qui d'ores et déjà chacun essaie de se familiariser. Alors d'abord, les origines du code de la commande publique, pourquoi effectivement tel code a été élaboré, a été rédigé, eh bien, on va dire qu'il y a deux causes qui sont à l'origine du code de la commande publique. La première, c'est le droit communautaire qui notamment régit la passation des marchés publics, qu'ils soient de travaux, de fourniture et de services, au-delà d'un certain seuil, qui est parfois très élevé, puisque vous savez que pour les marchés de travaux, c'est 5 548 000 euros hors taxe pour la réalisation d'une opération qui permet de déterminer le seuil au-delà duquel une procédure d'appel d'offres ou de procédure concurrentielle avec négociation est nécessaire. Et donc, ces directives communautaires, eh bien, régissent la passation des marchés. Elles ont été modifiées en 2014, comme vous le savez tous, eh bien, on a profité en fait de ces directives communautaires pour réécrire ou reprendre les textes qui existaient déjà, qui étaient assez éparses, pour les rassembler dans un seul document. Alors, dans un premier temps, le code de la commande publique ne pouvait pas être rédigé directement dans le cadre de la transposition de ces directives parce qu'il y avait un délai pour les transposer et que pour l'État français, c'était trop long, le délai était trop bref plutôt pour rédiger ce fameux code, et donc on les a transposés sous la forme, comme vous le savez, de différentes ordonnances et de décrets qui ont permis de faire en sorte que le droit français de la commande publique soit en conformité avec le droit communautaire. Donc on a eu ces ordonnances qui sont notamment en matière de marché public et de concession été prises en 2016 et qui ont permis eh bien, à l'ensemble des acheteurs, puisqu'on appelle désormais toutes les personnes qui utilisent ce code des acheteurs, eh bien, de faire usage donc de la directive et des textes français qui la transposaient. Donc ça, c'était vrai en matière de marché, c'était vrai en matière de concession, mais en vérité, au-delà de ça, et c'est depuis longtemps que c'est dans l'intention du législateur et du pouvoir réglementaire, on a profité au fond de ces directives communautaires qui obligeaient à élaborer un nouveau texte, à, eh bien, à rédiger ce fameux code de la commande publique, de manière à ce que les acheteurs aient désormais dans un seul ouvrage, évidemment, l'ensemble des textes qui régissent les contrats qu'ils sont susceptibles de passer pour satisfaire leurs propres besoins. L'idée, c'était de rationaliser les textes. Vous en aviez un peu partout. Vous aviez le code des marchés publics, vous aviez l'ordonnance de 2005 sur les marchés, vous aviez le CGCT pour les conventions domaniales, les contrats de concession. Bref, beaucoup de textes, et puis parfois même des contrats qu'on appelait complexes, dont on ne savait pas trop s'ils s'appliquaient. Par exemple, pour les PPP, vous aviez les règles pour l'État, puis celles pour les collectivités territoriales. Bref, on a unifié cela. Et dans un premier temps, avec donc effectivement le système ordonnance-décret, puis dans le code de la commande publique, on a un nouveau texte donc effectivement qui rassemble l'ensemble des contrats de la commande publique, c'est-à-dire pas forcément tous les contrats administratifs, mais au moins des contrats de la commande publique. Et parmi ces contrats de la commande publique, on a simplifié les choses en disant désormais il y aura soit des marchés, soit des contrats de concession. Et puis il y a d'autres types de contrats qu'on utilisait qui deviennent impossibles à utiliser, comme par exemple les contrats dits aller-retour, qui permettaient donc ce qu'on appelait des contrats complexes et qui désormais ne deviennent plus possibles. Donc voilà pourquoi, voilà les origines de la commande publique, c'est le souci de rationaliser le code de la commande publique, de permettre d'avoir aux acheteurs un ouvrage dans lequel vous avez tous les outils, tous les contrats que vous pouvez utiliser, mais pas d'autres, du coup, pour satisfaire votre propre besoin. Merci le droit communautaire donc pour ça, et le Conseil d'État a su utiliser effectivement cette occasion pour impulser cette démarche-là, qu'il appelle de ses voeux depuis en vérité presque 10 ans maintenant. Donc
voilà pour ses origines. Ensuite, l'objet du code de la commande publique, à quoi sert-il? Au fond, le code de la commande publique, c'est une codification des règles existantes, en tous les cas du droit des marchés publics et du droit des concessions, à droit constant. C'est-à-dire qu'on n'a pas profité du code de la commande publique pour réécrire à nouveau les règles. De toute façon, nous avons les directives communautaires qui chapeautent l'ensemble. Et puis au-delà de ça, on venait de modifier les textes en 2016. Mais néanmoins, il y a on y reviendra, quelques modifications dont on a profité dans le code de la commande publique par rapport au régime antérieur pour essayer de vous donner aux acheteurs de nouveaux outils ou de fluidifier le droit de la passation, de le rendre plus efficace. Et donc, en ce sens, c'est intéressant. Mais à la base, on reste sur une codification du droit existant, avec un apport très intéressant quand même, et j'y reviendrai, la codification aussi de la jurisprudence administrative qui s'applique pour les contrats de la commande publique. Donc jurisprudence, elle existe, donc en ce sens, c'est pas du droit nouveau, mais maintenant il est écrit et c'est toujours mieux, effectivement, pour des praticiens d'avoir un droit écrit plutôt que d'avoir un droit jurisprudentiel, même si évidemment l'origine des contrats administratifs est une origine jurisprudentielle. Donc à la suite d'échanges particulièrement nombreux, particulièrement enrichissants entre le ministère, les acheteurs, tous ceux qui ont voulu participer donc à l'élaboration de ce texte et faire part de leurs observations, eh bien un travail de grande qualité en est ressorti et qui est donc ce fameux code de la commande publique qui est incontestablement un code qui est appelé à durer dont il va être assez facile finalement de s'approprier le contenu puisqu'on est sur une codification principalement à droit constant. Le plus dur étant évidemment la nouvelle numérotation puisqu'on a des nouveaux numéros à apprendre et il y en a beaucoup, mais ce sera effectivement le travail de peut-être de quelques mois pour pouvoir utiliser cet ouvrage de manière agréable. Le code de la commande publique, si on rentre un peu maintenant dans le détail, le code de la commande publique, ce n'est pas le code des contrats administratifs. Donc ça, c'est un point très important. Le code de la commande publique ne traite que, si je puis dire que, entre guillemets, parce que c'est déjà beaucoup, de tous les marchés qui peuvent être passés et de tous les contrats de concession qui peuvent être passés. Mais il ne traite pas d'autres contrats administratifs. Donc ce n'est pas le code des contrats administratifs. Il y a donc des dispositions qui intéressent la vie des acheteurs, mais qui ne sont pas codifiées dans ce code et qu'il faudra donc aller chercher dans d'autres codes pour avoir ces réponses. Alors, je pense évidemment aux conventions d'occupation domaniale qui sont toujours régies par le CG3P, le Code général de la propriété des personnes publiques, et qui ne sont pas dans le code de la commande publique. Pour une raison très simple, c'est que le code de la commande publique, c'est le code des contrats que les acheteurs passent pour satisfaire leurs propres besoins. Voilà, j'ai un besoin, comment le satisfaire? Eh bien, désormais, je passe soit un marché, soit un contrat de concession. La convention domaniale, je ne satisfais pas les besoins de l'acheteur. J'ai un acheteur qui est propriétaire d'un terrain, je loue par exemple, je mets à disposition ce terrain pour que quelqu'un effectivement occupe de manière privative le domaine. Mais en aucun cas je satisfais mes besoins là. Je permets à quelqu'un de valoriser, je valorise mon terrain, mais ce n'est pas pour y satisfaire mes propres besoins. Au contraire, c'est quelqu'un qui va l'occuper et qui va essayer effectivement de répondre à d'autres besoins grâce au domaine public. Donc, ce ne sont pas tous les contrats administratifs. Également, n'est pas dans le code de la commande publique le droit pénal. Le droit pénal de la commande publique a sa place dans le code pénal, ce qui est normal puisque les infractions, vous les trouverez les réglementées. Enfin, leur régime juridique sera fixé dans le code pénal et non pas dans le code de la commande publique. N'est pas également dans le code de la commande publique toutes les règles relatives au contentieux des contrats. Et alors, par exemple, des contrats que sont les marchés publics ou le contrat de la concession. Les règles de contentieux, en tout cas juridictionnelles. Il y a les recours amiables qui sont évidemment élaborés de manière plus fine dans le code de la commande publique, mais concernant les recours juridictionnels, vous trouverez les règles, notamment pour les référés, dans le code de la justice administrative. Là aussi, pourquoi? Pour une raison simple, c'est parce que en vérité, tous les contrats de la commande publique ne relèvent pas forcément d'ailleurs du juge administratif. Parfois, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent. Donc, on renverra au code qui relève au contentieux pour les règles de contentieux en la matière. Voilà, donc tout n'est pas dedans, mais en revanche, pour le contenu même, la rédaction, la passation d'un marché, la passation d'une concession, l'exécution d'un marché ou l'exécution d'une concession, on peut dire que désormais, dans le code de la commande publique, on a tout. Ce code, il est entré en vigueur le 1er avril 2019, donc il faut maintenant, effectivement, pour toutes les procédures que vous lancez désormais, bien appliquer ces dispositions. En revanche, les dispositions, les contrats dont la procédure de passation a été lancée avant le 1er avril 2019 ne seront pas régis par le code de la commande publique, mais par les dispositions antérieures, probablement pour les marchés et les concessions, les ordonnances de 2016 et les décrets d'application.
Ce code de la commande publique, il est donc intéressant parce qu'il codifie beaucoup de textes. Donc, quels sont les textes qui sont codifiés? Alors, je ne pourrais pas même faire là la liste, ou alors ce serait particulièrement rébarbatif de faire toute la liste, effectivement, des textes qui sont codifiés. C'est dire l'ampleur de ce travail et de ce code. Évidemment, il y a des textes très importants qui sont codifiés et qu'on retrouve effectivement dans le code. Parmi ces textes que l'on a, vous avez évidemment les ordonnances et les décrets sur les marchés publics qui déjà rassemblaient, je le rappelle quand même, les marchés publics, ce qu'on appelait maintenant les marchés de partenariat et les marchés publics de défense. Donc tout ceci, vous le retrouvez dans le code de la commande publique. Et l'ordonnance et le décret d'application de l'ordonnance sur les contrats de concession est évidemment codifié. C'est déjà beaucoup, mais la loi MOP et son décret d'application, donc la loi MOP de 1985 tout de même, et le décret d'application de son décret d'application sont codifiés dans le code de la commande publique. Alors là, pour le compte, pour la loi MOP, nous avons une codification en droit constant, c'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de changement en aucun cas sur cette loi MOP qu'on retrouve dans le code, mais avec, je dis d'ailleurs par ailleurs, une présentation également beaucoup plus aérée qu'auparavant, c'est-à-dire que dans le code, effectivement, on a, je dirais, cassé les articles et qu'on en a fait plusieurs articles, ce qui fait que ce texte est plus simple, effectivement, à lire. Vous avez également, point très important, comme texte codifié, la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, dont toutes les dispositions ne concernent pas les contrats de la commande publique, mais celles qui les concernent sont dans le code de la commande publique. Et parmi elles, évidemment, les règles relatives au paiement direct. Également est codifié, texte très important, le décret du 29 mars 2016 sur les retards de paiement dans le code de la commande publique. Là aussi, effectivement, vous avez effectivement tout maintenant dans le code de la commande publique. En tout cas, peut-être pas tout, mais la plupart de ces dispositions sont codifiées dans le code. Et puis après, on pourrait citer d'autres textes, par exemple le décret du 8 décembre 2010, les CCRA pour les litiges, et puis d'autres textes qui codifient effectivement le code de la commande publique. Donc beaucoup de textes sont codifiés. Nous avons là, comme je l'ai dit en introduction, un très bel ouvrage avec des dispositions parfois réécrites, mais réécrites de manière plus simple et qui permettent donc aux acheteurs, puisque c'est quand même eux qui sont les premiers concernés par ce code, sans doute d'avoir un ouvrage qu'ils vont conserver pendant longtemps sur leur bureau. Pour autant, tout n'est pas, y compris dans les contrats de la commande publique codifiés dans les textes. Par exemple, je pense à un décret tout récent du 24 décembre 2018 sur les marchés publics innovants qui vous permettent, par exemple, effectivement, d'être dispensés de procédures de publicité et de mise en concurrence pendant 3 ans à compter du 24 décembre 2018, donc jusqu'au 24 décembre 2021. Et si l'achat est innovant, eh bien, on est dispensé de publicité et de mise en concurrence, à la condition également que le montant total de vos achats n'excède pas 100 000 € hors taxe sur cela. Eh bien, le décret du 24 décembre 2018 n'a pas été intégralement codifié dans le code de la commande publique. Donc, on a déjà des textes effectivement qui peuvent être un petit peu à la marge du code et qu'il faudra ne pas oublier effectivement quand on veut connaître le code de la commande publique. Mais malgré tout, malgré cela, malgré cet exemple, le code de la commande publique est aussi un texte qui est à jour ou qui va être mis à jour et qui est un texte qui va vivre. C'est-à-dire qu'il va beaucoup évoluer. Principalement, par exemple, toutes les nouvelles mesures qui sont prises par le gouvernement Philippe pour essayer de faire en sorte que l'achat public soit un achat qui permette effectivement pas simplement de satisfaire vos besoins, mais au-delà, et c'est ça aussi l'intérêt de la commande publique, c'est de faire en sorte que les acheteurs défendent l'intérêt général, et donc il y a une mission au-delà de l'achat qui est caractérisée, et bien faire en sorte que du coup les entreprises puissent plus facilement participer à ces achats et être plus efficaces. Eh bien, vous les avez transposés. Par exemple, la retenue de garantie de 3% pour les PME se retrouve dans le code de la commande publique. L'avance forfaitaire pour les marchés publics passés à l'État, qui va être non plus de 5% du montant TTC du marché, mais passe à 20%, c'est d'ores et déjà effectivement codifié dans le code de la commande publique, à la condition évidemment cette avance bénéficiera aux petites et moyennes entreprises. Donc voilà un texte qui vit et qui commence déjà donc effectivement à évoluer. En ce sens, c'est très intéressant. Quelle est l'architecture de ce code de la commande publique? Eh bien, une architecture, comme je l'ai dit, l'idée c'est de faire simple, de clarifier. On ne peut pas faire plus simple. Une première partie sur les dispositions générales, la définition des contrats, leur champ d'application. Donc, en ce sens, les choses sont très claires. Une seconde partie qui sera le régime juridique des marchés et une troisième partie qui sera le régime juridique de la concession. Et puis, dans la partie sur le régime des marchés, vous avez d'abord la passation puis l'exécution. Sur la concession, vous avez d'abord la passation et l'exécution. On ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple. Mais ce qui est très intéressant dans le code de la commande publique, c'est que préalablement,
vous avez 6 premiers articles qui sont des articles de valeur législative qui sont très intéressants parce qu'ils fixent le cadre de ce que c'est que le contrat de la commande publique. Donc des articles L1 à L6 qui n'existaient pas auparavant et qui codifient principalement la jurisprudence administrative qui s'applique au contrat du code de la commande publique. En ce sens, c'est très intéressant parce que ça fait un point commun effectivement au contrat de marché et de concession et ça caractérise vraiment ce qu'est un contrat de la commande publique. Parfois même, on pourrait dire un contrat administratif, même si j'ai dit que les contrats de la commande publique étaient plus restreints que les contrats administratifs. Voilà un apport très intéressant, même si ça ne change pas le droit, mais qui montre bien que le contrat de la commande publique, c'est un contrat aussi administratif, et en ce sens, un contrat qui n'est pas comme les autres, un contrat qui est, il faut le dire, déséquilibré en faveur effectivement de l'administration. L'administration a beaucoup de droits, mais aussi a beaucoup d'obligations quand elle passe un contrat de la commande publique. Alors, quels sont ces articles L1 à L6 ? L'article L1 est très intéressant, ce sens qui vous permet effectivement de dire simplement en introduction, vous êtes acheteur, vous pouvez avoir recours effectivement au contrat de la commande publique. Autrement dit, librement, si vous voulez satisfaire vos besoins par vous-même, pas de problème, vous voulez faire de la régie, faites de la régie. Mais si vous voulez faire des contrats pour satisfaire vos besoins, voilà les contrats qu'on vous donne, ils sont dans le contrat de la commande publique. Deuxième point, deuxième article, article L2, on vous définit les contrats. Un petit point, une petite précision dans le nouveau code de la commande publique, un contrat, notamment un marché, renvoie à un prix normalement ou à un équivalent. Ça, c'est de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'on codifie de la jurisprudence en disant qu'un marché public, c'est pas simplement une prestation contre un prix, ça peut être une prestation contre un équivalent, autre chose qu'un prix que l'acheteur va donner en contrepartie, évidemment, de la prestation qui lui est fournie. Article L3, évidemment, respect des grands principes. À partir du moment où je passe un marché, que je sais ce que c'est, je respecte les grands principes de la commande publique, l'égalité de traitement, le libre accès à la commande publique, le caractère non discriminatoire de la procédure. Évidemment qu'il faut respecter cela. Je rappelle que ces grands principes, qui ont là une valeur législative, ont aussi une valeur communautaire, une valeur constitutionnelle, évidemment. Article L4, ensuite, on vous dira, oui, ces contrats, vous pouvez les passer, vous respectez les règles, les grands principes de la commande publique, mais il y a des gens qui ne peuvent pas passer de contrat avec vous. Ces gens-là qui sont exclus de la commande publique, on devra les exclure. Donc article L4, c'est bon de le dire, c'est bon de l'écrire, même si évidemment ça se décline ensuite de manière beaucoup plus précise dans le reste du code. Article L5, ensuite ces contrats que vous allez passer de concession de marché, ils doivent avoir une durée limitée. Eh bien là aussi, c'est bon de rappeler effectivement ces règles posées par la jurisprudence. Et notamment, un point très intéressant dans le code de la commande publique, désormais, il est écrit, ce que la jurisprudence a déjà dit, que la durée d'un contrat de concession est limitée. À quelle durée ? La durée, c'est ce qu'avait dit le Conseil d'État, c'est la durée de l'amortissement économique et pas comptable, des investissements qui sont réalisés par le concessionnaire. Donc ça veut dire, la durée, c'est avoir le temps de rembourser les investissements que j'ai réalisés, plus de réaliser la marge raisonnable, la marge que je dois faire effectivement sur ce contrat de concession. Voilà, et bien là, nous avons une règle, article L5 du Code de la commande publique qui nous dit un contrat à une durée limitée. Marché public, c'est évident. Contrat de concession, on le savait, mais maintenant, on connaît de manière claire les règles en la matière. Article L6, enfin, le plus intéressant de tous, qui vous permet de fixer le régime juridique ensuite de ces contrats que l'on passe. Et là, vous avez beaucoup de règles dans cet article L6 qui sont rappelées, qui sont tout à fait fondamentales et importantes. C'est pour ça qu'elles sont placées dès l'article L6. D'abord, on vous dit que les contrats de la commande publique sont des contrats administratifs. S'ils sont conclus par des personnes publiques, et donc le tribunal administratif sera compétent. Mais rien n'interdit, et ça on le sait depuis longtemps, des acheteurs privés d'être soumis au code de la commande publique s'ils sont soumis au droit communautaire. Dans ces cas-là, ils passeront des contrats, alors administratifs, je ne sais pas, en tous les cas des contrats de la commande publique qui seront soumis au juge judiciaire, sauf si par leur objet ou par leur clause, c'est un contrat administratif. Et là, on renvoie à des jurisprudences que certains connaissent, anciennes, de 1912, Granit Porphyroïde des Vosges pour la clause, et les arrêts de la suite de l'après-guerre sur la participation au service public pour qualifier en tout état de cause un contrat administratif, même quand il est passé entre une personne privée et une personne publique. Voilà le juge compétent. À partir de là, si vous êtes sur un contrat administratif soumis au juge administratif ou au contrat de la commande publique, eh bien, vous avez des règles importantes. Et la principale, et c'est ça qui est important de rappeler tout de suite, et c'est bon que cela soit écrit, c'est que le juge l'acheteur a un pouvoir de contrôle. Quand il passe en tout cas un contrat administratif soumis au juge administratif, il a un pouvoir de contrôle sur celui avec qui il passe un contrat. Ça, c'est tout à fait fondamental. Une personne acheteur privé qui n'est pas soumis au contrat de la commande publique n'est pas soumis à cette obligation. Donc les acheteurs ont un pouvoir de contrôle très important, une obligation assurer la continuité des services publics, l'article L6 le rappelle. Troisièmement, indemniser en cas d'imprévision.
donc la théorie de l'imprévision est rappelée et codifiée dans le code de la commande publique, mais en contrepartie de ce pouvoir de contrôle particulièrement important que vous avez, eh bien vous pouvez modifier unilatéralement le contrat et résilier pour motif d'intérêt général le contrat. Et ça, évidemment, eh bien c'est dans un contrat de la commande publique soumis au juge administratif que l'on peut le faire, sauf clause qui prévoit expressément, évidemment. Évidemment, pour d'autres personnes qui passent des contrats, des marchés privés de travaux, évidemment, c'est incompréhensible ou inconcevable, effectivement, des choses comme celle-là. Mais parce qu'il n'y a pas ce pouvoir de contrôle, alors il n'y a pas aussi en contrepartie la modification unilatérale et le pouvoir de modifier d'intérêt général. Évidemment, la contrepartie de cette modification unilatérale et de la résiliation pour motif d'intérêt général, c'est le droit à une indemnité. Et ça, l'article L6 le rappelle bien. Évidemment, rien n'interdit dans un contrat de prévoir autre chose. Je rappelle quand même que dans le CCAG travaux, l'indemnité en cas de résiliation pour motif d'intérêt général est contractualisée et que même pour avoir droit à son manque à gagner, l'entreprise doit réclamer cette indemnité dans le CCAG travaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de résiliation, ce qui est un délai extrêmement court. Et vous avez parfois des acheteurs qui ne connaissent pas la règle et qui se trouvent privés effectivement de leur droit à l'indemnité parce qu'elles ont signé un contrat et qu'elles doivent en tirer les conséquences. Donc vous avez une codification qui est effectivement à droit constant. On rappelle des règles. Mais il y a quand même effectivement quelques innovations dans ce code de la commande publique, que ce soit pour la passation, les marchés ou pour la concession. Alors concernant d'abord les innovations relatives à la passation. En vérité, il y en a très peu et ce sont des points très techniques puisque c'est pas l'idée, c'est pas l'objet d'avoir modifié le droit en faisant le code de la commande publique. D'abord, je dirais que concernant la passation, il y a un point très important, c'est que la distinction qui existe depuis 2006 entre les acheteurs qui étaient soumis à l'ancien code des marchés publics et ceux qui n'y étaient pas, qui étaient soumis à l'ordonnance de 2005, existe encore. Et que donc, par exemple, pour les règles de publicité, elles peuvent varier effectivement en la matière. Évidemment, on retrouve la distinction également pour adjudicateur, entité adjudicatrice, mais ça, c'est parce que la directive communautaire l'impose. Alors, qu'est-ce que nous avons comme innovation dans ce droit des marchés publics? On va en résumer quelques-unes, je ne vais pas les dire toutes là, mais celles qui me paraissent les principales. La première, c'est que vous avez, au-delà des seuils communautaires, désormais, la procédure concurrentielle avec négociation qui absorbe la procédure concurrentielle, la procédure de négociation avec mise en concurrence qui s'appliquait aux entités adjudicatrices. On n'a pas très bien compris pourquoi il y avait deux procédures distinctes. En vérité, il n'y en a plus qu'une maintenant. Que ce soit pour adjudicateur, entité adjudicatrice, on appliquera la PCN, la procédure concurrentielle avec négociation, dès lors que vous êtes au-dessus des seuils communautaires et que vous rentrez dans le champ d'application des hypothèses où il y a lieu effectivement de pouvoir avoir la possibilité de négocier au-delà des seuils communautaires. Deuxième petite modification, la notion d'offre anormalement basse. La notion d'offre anormalement basse est redéfinie et c'est la définition de la jurisprudence qui est reprise dans le texte, c'est-à-dire est une offre anormalement basse l'offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. C'est bien d'avoir cette définition. Je ne vous dis pas que tous les acheteurs maintenant peuvent être tranquilles pour savoir ce qu'est une offre anormalement basse. Ça, c'est autre chose. Et là, je vous invite à revoir la fiche de la tâche sur la méthodologie à suivre pour diagnostiquer une offre anormalement basse et, le cas échéant, la rejeter pour ce motif. Mais maintenant, nous avons une définition et c'est intéressant. Troisième remarque également, par exemple, pour les centrales d'achat. Il est bien précisé dans le nouveau code que la centrale d'achat agit de façon permanente. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de centrale d'achat de manière occasionnelle. C'est-à-dire qu'une centrale d'achat existe, elle existe aujourd'hui, maintenant et pour l'avenir, et non pas ponctuellement. C'est intéressant effectivement que cela soit précisé. Autre exemple, on pourra retrouver effectivement dans le code l'interdiction de manière formelle et claire des offres variables. Voilà, l'allotissement s'impose, il n'y a pas d'offre variable, c'est interdit. Autre exemple également de modification qu'on peut retrouver dans le code de la commande publique, par exemple la notion de label. Le label, effectivement, peut être utilisé pour demander aux entreprises d'apporter la preuve qu'elles sont aptes à exécuter un contrat. Auparavant, il était limité à certaines prescriptions, notamment donc effectivement en matière économique et sociale. Désormais, le label est élargi. Vous pouvez utiliser le label pour tout ce que vous souhaitez nécessaire ou utile. Concernant également la passation des marchés, il y a aussi des marchés globaux qui sont susceptibles d'être régis par le contrat. Là aussi, des innovations intéressantes dans le code de la commande publique. Désormais, dans les contrats globaux, le jury ne sera plus nécessairement exclusivement composé de professionnels indépendants. Donc, on peut modifier la composition du jury. Deuxième innovation qui est intéressante concernant le jury, pour les marchés globaux passés par des pouvoirs adjudicateurs pour la réhabilitation d'ouvrages existants,
ou pour des projets urbains et paysagers, eh bien, le jury ne s'impose plus nécessairement. Également, on définit l'offre irrégulière pour les marchés globaux. Voilà. Pour la passation, quelques innovations. Concernant l'exécution, j'ai parlé de l'avance à 20% pour les marchés de l'État et les sous-traitants, la retenue de garantie. Peut-être le Code de la commande publique prévoira d'inclure expressément le fait que désormais un OS de travaux supplémentaires à prix zéro est illicite. C'est assez incroyable qu'il faille devoir l'écrire, mais c'est prévu effectivement et le Code de la commande publique devra se mettre à jour à cet égard. Concernant maintenant les contrats de concession, quelles sont les innovations à cet égard? Concernant les contrats de concession, les points très intéressants d'innovation, la qualification, la reprise de la jurisprudence du Conseil d'État commune de Douai sur la qualification des biens, biens de retour, biens de reprise, biens propres. Ils sont définis dans le code. Voilà une excellente chose. Deuxième chose très importante sur les contrats de concession, le droit au maintien de l'équilibre financier du contrat. Une règle fondamentale dans tout contrat de concession, dans tout litige sur les contrats de concession que vous avez dès lors qu'on est sur un problème d'exécution du contrat de concession. C'est codifié dans le code. La possibilité également de mettre en concurrence dans certains cas, en cas d'urgence, sans mise en concurrence, pardon, en cas d'urgence. L'introduction de la notion d'offre irrégulière dans les contrats de concession. Voilà des éléments qui sont nouveaux effectivement et qu'on trouve dans les contrats de concession. Alors pour conclure, est-ce que des nouvelles réformes sont à venir effectivement par rapport à ce code de la commande publique qui est déjà encore une fois un bel effort? Bah oui, et elles sont déjà annoncées dans le code. Par exemple, la facturation électronique. Actuellement, dans le code de la commande publique, les dispositions ne sont pas prévues, mais elles vont être intégrées dans le code, c'est déjà prévu. Donc la facturation électronique sera prévue. La signature électronique, là aussi, il y a des choses effectivement qui sont à préciser. Les échos que j'ai, c'est que cette signature électronique complique quand même singulièrement la vie des entreprises. Et donc à ce jour, le ministère recommande de l'utiliser avec prudence, en tout cas de ne pas se dépêcher de le faire. Eh bien, à voir. La mise en concurrence des avocats, problème qui effectivement m'intéresse tout particulièrement. À terme, il est prévu effectivement qu'il n'y ait plus de mise en concurrence pour les avocats. Eh bien, on verra effectivement cette réforme que j'appelle évidemment de mes voeux. Voilà, par exemple, effectivement, une nouvelle réforme à venir qui est attendue. Est-ce que néanmoins, avec tous les compliments que j'ai faits, on ne peut pas quand même faire quelques critiques sur ce code du droit de la commande publique? Alors, moi, je ferai une critique quand même sur ce droit de la commande publique, qui est une critique peut-être d'avocat, mais j'avais assisté une fois à une audience du Conseil d'État et un des rapporteurs publics très connus avait comparé les marchés publics à Saint-Sébastien. Et Saint-Sébastien, c'est un saint que vous trouvez peint avec des flèches effectivement qu'on lui envoie et qui va mourir parce que, évidemment, il a beau être saint, il va mourir parce que ça reste un homme. Eh bien, il avait dit, ce rapporteur public, le marché public, c'est comme Saint-Sébastien, vous pouvez lui envoyer beaucoup de flèches contre lui, mais ce sont des flèches en mousse. Donc là, évidemment, il y a un problème. C'est-à-dire que si effectivement on considère que toutes les voies de recours qui existent contre les marchés sont des flèches en mousse, alors c'est peut-être que toutes ces règles particulièrement compliquées et importantes à comprendre et difficiles à maîtriser du code de la commande publique, si elles ne sont pas sanctionnées ou pas suffisamment sanctionnées, c'est qu'il y a peut-être une difficulté. Pour moi, le droit de la passation des contrats des marchés publics et des contrats de concession est un droit adolescent, c'est-à-dire qu'il y a des règles effectivement importantes qui ont été utilisées, mais dont la sanction effectivement pêche. Aujourd'hui, vous avez une difficulté par rapport à cela, c'est-à-dire que les voies de recours ne sont pas assez efficaces et que il n'y a quasiment pas de référé contre les contrats parce qu'en vérité, c'est très compliqué de gagner à partir du moment où on ne peut pas avoir le rapport d'analyse des offres pour l'analyser, pour discuter les offres et que le juge se refuse à apprécier les offres faites par l'acheteur. Alors j'entends que le juge n'est pas le supérieur hiérarchique de l'administration, mais il y a quand même une difficulté par rapport à cela. Et puis il y a une deuxième critique que l'on peut faire qui me paraît fondamentale, ça concerne les MAPA. Pour les MAPA, évidemment, le code de la commande publique n'a rien modifié en ce sens qu'il n'y a pas de délai de suspension de signature pour les MAPA. Or, je rappelle quand même qu'un MAPA de travaux, c'est jusqu'à 5 548 000 euros hors taxe et qu'aujourd'hui, un acheteur, je dirais bien conseillé, signera un contrat avant de notifier les rejets. Il doit le faire dans la même journée, mais il signe d'abord, il notifie les rejets ensuite. Alors, par rapport à ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de référé précontractuel, que le référé contractuel est un référé qui c'est même plus une flèche en mousse, c'est que la flèche n'atteint même pas sa cible tellement elle est faible et elle se casse en deux. Et donc, par rapport à ça, évidemment, il y a une difficulté qui est absolument majeure et on aurait bien aimé quand même que le code de la commande publique effectivement résolve le problème et que on ait un délai de suspension de signature pour les MAPA, d'autant que la plupart des acheteurs s'appliquent eux-mêmes ce propre délai et ça ne modifierait pas la pratique de beaucoup d'entre eux pour respecter quand même les entreprises qui ont travaillé dur pour y arriver. Autre petite remarque sur le droit de la commande publique, le
le formulaire DUM, qui ne marche pas du tout, qui est très critiqué par les acheteurs que je rencontre et par les entreprises. Le ministère y est très attaqué. Il n'y a pas de, il n'y a rien dans le code de la commande publique. Alors évidemment, c'est le DUM, c'est le droit européen, donc normalement on doit le respecter. Mais là, il y a quand même aussi effectivement quelque chose qui mériterait une discussion importante. Voilà. Donc j'en ai terminé donc effectivement pour cette présentation. Je vais voir maintenant s'il n'y a pas des questions effectivement qui ont été posées. Alors, je prends les questions donc les unes avec les unes après les autres. D'abord donc effectivement. Alors première question, est-ce qu'il faut motiver à l'aune du nouveau code de la commande publique, est-ce qu'il faut motiver le rejet des offres lorsque je suis en MAPA? Ben non, il n'y a pas à motiver le rejet des offres. Je rappelle que concernant les MAPA, et d'ailleurs ça vaudrait également pour les contrats de concession qui sont en dessous des seuils communautaires, ce que dit le code de la commande publique, c'est qu'on doit notifier le rejet. Et après, si vous avez une demande de motifs détaillés, alors vous fournirez les motifs détaillés, c'est-à-dire principalement le classement et les appréciations générales de l'offre. Encore sur ces appréciations générales, elles doivent rester très générales. Donc il n'y a pas à motiver effectivement en la matière les règles. Voilà. Deuxième question. Alors deuxième question, est-ce que tous les principes posés par le juge administratif ont été codifiés dans le code de la commande publique? Alors non. L'essentiel de ces principes, le pouvoir de résilier, le principe de modification du contrat, de résiliation pour motif d'intérêt général, l'équilibre économique dans les contrats de concession, il y a un principe qui me paraît très important qui n'a pas été codifié, c'est celui de la sécurité juridique et de la loyauté des relations contractuelles. C'est-à-dire qu'un contrat, notamment un contrat de concession, est un contrat qui dure effectivement très longtemps, et le Conseil d'État a posé effectivement dans un arrêt commune de Béziers le principe de loyauté des relations contractuelles. C'est-à-dire que, on ne peut pas se prévaloir d'une illicéité du contrat alors qu'on l'a déjà signé, en tout cas certaines illicéités, pour dire finalement le contrat n'existe pas et je ne suis pas tenu par mes engagements. Donc ça, ce principe de sécurité juridique, il n'est pas dans le code de la commande publique et c'est très dommage. C'est pas pour autant, la jurisprudence demeure, elle s'appliquera quand même. Est-ce que alors, autre question concernant la sous-traitance. Alors, effectivement, sur la loi du 31 décembre 75, est-ce que donc la loi de 31 décembre 75 a été intégralement codifiée ou pas? En vérité, non. Donc, comme je vous l'ai dit, notamment tout ce qui concerne l'action directe n'a pas été codifié. Donc, évidemment, ça relève des marchés privés de travaux. Donc, sur la sous-traitance, ce qu'on pourrait dire, c'est que le paiement direct, donc évidemment, est codifié. C'est dommage quelque part que le contrat de la commande publique, le code de la commande publique ne soit pas l'occasion également de repenser aussi le régime juridique de la sous-traitance. Pourquoi pas avoir un paiement direct de sous-traitant indirect? En quoi ce serait impossible? En quoi c'est fou? En quoi c'est déraisonnable de proposer effectivement cette hypothèse-là? Donc à cet égard, c'est dommage, mais c'est ainsi. Donc non, en tous les cas, nous avons donc seulement certaines dispositions. Donc ça veut dire que si vous allez sur Légifrance, la loi du 31 décembre 75, elle existe toujours. Elle existe toujours. Autre question également, la signature électronique. La signature électronique, est-ce que c'est codifié? Donc là, sur ce point, je crois surtout que je vous invite à regarder le guide qui est très bien rédigé de la part de la direction des affaires juridiques sur effectivement tout ce qui est paiement, signature électronique, bref, dématérialisation en fait de la procédure d'achat, où vous avez un ensemble de questions et de réponses extrêmement précises et très concrètes qui sont données, et on vous dit effectivement que la signature électronique, pour l'instant, il faut veiller, faire attention effectivement d'abord parce que peut-être l'acheteur n'est pas prêt, mais surtout du côté des entreprises, effectivement, elles ne sont pas prêtes. Là, également pour la facturation électronique, mais bon, j'ai eu des échos effectivement d'acheteurs alors qui ne sont pas à Paris, mais qui sont en province, où effectivement exigent la signature électronique de certaines entreprises, en fait, les entreprises, n'étant pas prêtes, tout simplement ne répondent même plus. Ce qui devient quand même assez dramatique, puisque l'objectif de tout ça, c'est pas à la fin des fins qu'on se retrouve effectivement avec, sur chaque secteur de marché, des oligopoles qui soient les seuls à candidater. Or, nous avons effectivement ce travers-là. Et là, malheureusement, c'est une discussion beaucoup plus de fond qu'on pourrait avoir sur le droit de la commande publique à cet égard. Est-ce qu'il atteint vraiment ses objectifs? Une discussion assez sérieuse qu'on pourrait avoir à cet égard. Voilà. J'en ai terminé donc effectivement sur ces questions.
Je crois que le temps imparti qui m'est donné s'achève. Donc je vous remercie de cette attention. Bon, il y a d'autres questions, mais voilà, vous pouvez éventuellement consulter le catalogue du moniteur et vous inscrire aux formations iDouane pour pouvoir suivre la formation relative au code de la commande publique. Voilà. Oui, voilà. Et on répondra donc plus tard aux autres questions. Merci de votre attention. À bientôt.